de chaque côté, hein, n'hésitez pas. Ici, on le voit assez facilement avec la forme du mur. On est collé contre la tour centrale. C'est vraiment la tour médiévale. Après, la pièce en elle-même, elle est complètement restaurée au XIXe siècle et elle va servir d'antichambre. Donc, dans l'antichambre, les invités comme vous patientent. C'est pour ça qu'on fait construire le mobilier et on va judicieusement placer quelques tableaux, histoire de vous rappeler un petit peu l'importance de la famille chez qui vous êtes. On rencontre Henri IV. C'est pas mal de rappeler qu'il y a un roi de France dans la famille. Notre Henri IV, c'est le cousin d'Henri de Rohan, de celui qui va prendre la tête des rébellions protestantes. Et alors notre Henri, il a un autre problème. Il a 8 enfants. Et sur les 8 enfants, il n'y en a qu'un seul qui survit et qui atteint l'âge adulte. Et bien sûr, on n'a pas de chance. C'est une fille. Donc terrible. Les femmes ne méritent plus. Et pour compenser, son père, il aimerait bien qu'elle fasse un très beau mariage. Donc lui, il va lui présenter les meilleures parties possibles. Vous vous en doutez que si on en parle, c'est que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Sa fille, elle a quand même son petit caractère. Elle peut se le permettre parce qu'elle vient d'une famille qui est très influente. Elle refuse tous les prétendants et elle amène le sien, qui s'appelle Henri Chabot. Et Henri Chabot n'a pas grand-chose pour plaire au papa de Marguerite. Il n'est que le cadet de la famille. Ce qui veut dire qu'il n'héritera pas non plus. Et il est même d'un rang inférieur à elle. Alors il se destine à une carrière militaire, ça pouvait passer, mais pire que tout, il est catholique. Donc pour Henri, le chef des protestants, ça fait beaucoup, et il dira à sa fille, de mon vivant, jamais tu n'épouseras cet homme. Donc bien sûr, qu'est-ce que fait notre Marguerite? Elle est sage, elle attend. Elle aimerait bien garder aussi ses terres, sa fortune, son titre de duchesse, et donc pour tout ça, elle va aller voir la régente, elle va aller voir Anne d'Autriche, et elle essaye d'entamer un petit peu des négociations. Donc Anne d'Autriche, elle est un petit peu rusée quand même. Pour elle, tout ça, c'est un moyen de freiner la résistance protestante. Donc elle accepte tout ce que lui demande Marguerite, et vous voyez bien, il y a une condition derrière ça, que la famille redevienne catholique. Et notre Marguerite, elle veut ce mariage, elle est déjà bien attendue, elle dira oui. Elle va élever ses enfants dans la foi catholique, mais comme elle a son petit caractère, elle va rester protestante jusqu'à sa mort. Alors l'accord est bien trouvé, le mariage a lieu, et c'est avec ce mariage que la famille prend le nouveau nom de Rohan-Chabot. Et c'est en fait toujours le nom actuel des descendants. On va créer aussi un nouveau blason à ce moment-là. Vous verrez à gauche des portes. Si vous ne le voyez pas dans cette pièce, on va le voir partout. On mélange les fameux macs, les petits losanges qui sont aussi sur le carrelage, l'emblème des Rohan, avec un poisson. Et c'est une sorte de poisson-chat qui s'appelle un chabot. Les deux motifs, vous allez voir, vous allez rencontrer souvent. Est-ce que vous avez une idée de tout? On attend avant d'être présenté à un livre. Donc avant d'être présenté à un duc, messieurs, dames, la chose importante qu'il faut vérifier, est-ce que vous êtes présentable? Vous pouvez faire il est juste ici, Alain de Rohan, c'est lui qui restaure l'intérieur du château. Et il place cette sculpture ici, parce que pour la réaliser, il va faire appel à un ami de la famille, un petit peu célèbre. Vous pourrez vérifier, on a une signature sur le côté, dans le premier avis. C'est faire la à Rodin, Auguste Rodin, quand même. Et 1917. Maintenant que vous êtes présenté, vous allez pouvoir passer à la salle à manger. Et vous pouvez aller voir la signature. Alors pour les plus jeunes, on a une porte secrète. Vous avez vu tout autour de nous, on a des boiseries en chêne. Et en fait, sur ces boiseries, on a toujours le même motif qui revient, celui-ci est là. Derrière vous, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Ce motif, il s'appelle le kit de serviette. Et le kit de serviette, quand on le voit dans un bâtiment ou sur un meuble, grâce à lui, on peut dater du 19e siècle et reconnaître justement le néo-slavon. Là, à la fin de la visite, vous allez être au courant.
Pour parler du Moyen-Âge, on a un chevalier. Olivier de Clisson, celui qui fait fortifier le château avec sa devise au-dessus de lui, pour ce qui me plaît. Moi, je fais ce que je veux. Vous avez aussi son blason avec le lion. Et alors, son sculpteur s'appelle Emmanuel Frénier. Là, c'est un nom qu'on oublie un petit peu. C'est lui qui réalise l'archange. Ici, à l'origine, c'était la salle des gardes. Complète restauration au XIXe siècle. On retrouve ce fameux pli de serviette partout. Néanmoins, la cheminée, elle date vraiment de la création du bâtiment, elle date de la Renaissance. On retrouve le fameux abus de la famille. On a des éléments autour qui vont parler d'une scène de chasse. Et petite anecdote, dans la boucle du pied, vous avez une tête. Ce sera la tête du commanditaire du château de Jean II, qui en fait a cette habitude de placer son visage sur tous les bâtiments qu'il crée. Contrairement à ce qu'on a vu jusqu'ici à la salle à manger et à l'antichambre, le mobilier, lui, n'est pas créé sur mesure pour la pièce. Il vient vraiment d'autres châteaux, il le ramène avec eux lors de la restauration. Et il est plus ancien, il va dater du XVIIIe siècle, enfin 18e. J'attire votre attention d'abord sur le tapis. 9 mètres de long, 4,35 mètres de large quand même. Lui, il est réalisé par la savonnerie, plus tard rattaché au Gobelin. Est-ce que vous avez une idée du temps qu'il faut pour réaliser un tapis comme celui-là? Non. Moins. 5. Moins. 3. Moins. 3. 3, oui, c'est ça. C'est bon. Il a fallu 3 ans et 3 mois. Et maintenant, combien de personnes? Oui. Moi. Alors c'est pas qu'un mec qui a poussé, mais c'est ce qu'on appelle du haut plis. En fait, ça va plus tenir que à garde sur les choses. C'est vraiment le temps. 4 et ben moins. Après le tapis, le nombre de livres, c'est facile. Il va falloir faire une moyenne. 2500. Tout petit peu plus, 500 plus. 2800. 3000. Donc 3000 livres avec les plus anciens qui datent du XVIIe siècle. On a les plus récents qui sont du début du XXe et surtout une grande majorité qui datent du XIXe siècle. En même temps que la restauration. Là encore, on a le fameux motif dans les boiseries. Je regarde si vous avez retenu. Ce fameux motif dans les boiseries, c'est le pli de serviette. Vous pouvez continuer dans ce cas si vous n'êtes pas au point. La cheminée, comme au salon, elle date de la Renaissance. On retrouve le A d'Anne de Bretagne. Et ici, ce A avec les salamandres, il nous parle de sa fille, de Claude de France, qui est l'épouse de François Ier, dont l'emblème, c'est cette fameuse salamandre. On va retrouver la fleur de lys royale aussi un petit peu partout. On a le appuis de la famille, il est plus discret, il est peint en doré. Et alors, nouvel élément de décor, les marguerites. Et là, on va parler des très nombreuses marguerites de la famille. Ils ont rencontré encore 3 nouvelles. Tout à droite, Marguerite de Bretagne, c'est l'épouse d'Alain IX de Rohan et la maman de la Marguerite du Milieu. Au milieu, ça devient plus intéressant. Marguerite de Rohan, c'est la grand-mère de François Ier. Donc on rappelle le lien royauté famille. Et alors la dernière, c'est la seconde épouse d'Olivier de Clisson. Et si vous visitez la basilique de Josselin, on voit là où je les ai inclus. Exactement. Voilà. Et l'autre système sympa, c'est le jeune homme qui me regarde.
Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Ben, pour la chaleur. Exactement, le chauffage. Lorsque la famille revient, elle va faire reboucher toutes les cheminées et elle installe au sous-sol un calorifère. On est sur l'ancêtre de la chaudière qui souffle l'air. Ah, c'est moche. Si vous voulez jouer, vous les retrouvez dans toutes les pièces du château, même au premier étage. Et à ce moment-là, on alimente avec des wagonnets de charbon. Ce sont des rails qui sont creusés dans les sous-sols pour faire monter la cheminée tout ça. Ça vous donne une idée de l'ampleur de la restauration. On voit la différence avec la première. Ici, c'est réservé à la famille. On ne veut pas impressionner le visiteur, on veut simplement une pièce un peu pratique, un peu intime. On a quand même quelques tableaux. Roulement de tambour. Voici enfin notre fameuse Marguerite et son Henri Chabot. Libre à vous d'attendre 14 ans pour l'un ou pour l'autre. Je vous donne quelques arguments quand même. Marguerite, sa dot, c'est 1/5 de la Bretagne. Oula. C'est un beau parti. Et Henri, lui, la seule chose positive qu'on ait, c'est Saint-Simon qui en parle comme d'un très bon danseur. Faites votre choix. Et tous les deux, après toute cette attente, ils n'ont que 10 ans de mariage. Henri décède au bout de ces 10 ans. Ils auront eu 6 enfants, mais seulement 4 vont atteindre l'âge adulte. Leur fils avec la perruque brune qui s'appelle Louis, et les 3 sœurs de ce côté-là. Une nouvelle Marguerite, Jeanne Pélagie et Anne Julie, qui a son portrait au château de Versailles. C'est l'une des très nombreuses maîtresses de Louis XIV. Et si quelques-uns d'entre vous connaissent un petit peu l'Alsace, son fils va devenir cardinal et c'est lui qui va fonder le palais roman de Saverne. Vous me devancez. Donc on est dans une des tours médiévales et c'est le bureau du duc Alain qui était maire de Josselin et qui va être élu député du Morbihan. Lui recevait ses administrés directement par ici et il fait construire son escalier qui mène directement à sa chambre à l'étage. Vous vous souvenez au salon d'avoir vu le portrait d'un enfant, Alexandre? Et ben, il a grandi depuis, il est en bas. Au tout début du 19e siècle, il épouse la demoiselle qui est juste en face, Élisabeth de Montmorency. Et vous allez retrouver leurs enfants autour. Juste au-dessus, le petit air de famille, c'est leur fille Adélaïde. Vous avez Fernand avec la moustache, Gérard au-dessus de la fenêtre, et alors surtout en rouge, on rencontre Auguste, et Auguste c'est l'héritier. Donc on va attendre de lui qu'il produise lui-même son héritier. Il épouse la petite demoiselle, qui s'appelle Géorgine de Sévan. C'est un mariage d'amour, quand même pas si courant. Ils sont tout jeunes tous les deux, ils ont une petite vingtaine d'années, et malheureusement c'est une histoire qui est un petit peu triste. Je vais crypter un petit peu pour les jeunes oreilles. Géorgine, un soir, elle va à un bal, elle enfile une jolie robe, et cette jolie robe, elle n'est pas ignifugée. Elle s'approche un petit peu trop près d'une cheminée. Elle décède le lendemain matin, son mari, vous imaginez, il est complètement traumatisé par la scène, il jure qu'il ne se remariera jamais. Il va tenir parole, donc il décide de prendre les ordres, et il deviendra cardinal puis archevêque de Besançon. Pas du tout de descendance finalement. Et c'est son frère, c'est Fernand, qui a sa place hérite. Notre Fernand, il épouse Joséphine. Ensemble, ils auront un fils, et c'est le duc Josselin. En noir, c'est celui qui entreprend la première campagne de restauration du château. Certains ont peut-être une très bonne mémoire, on a vu le prénom de son épouse dans la salle à manger. Il commence par un O. Octavie, c'est la demoiselle qui est en rose. Tous les deux, ce sont les parents du duc Alain, dans le bureau duquel on se retrouve. Et c'est en effet à partir d'Alain que la famille fait carrière en politique. Sur ce mur, justement, à l'exception d'Octavie, tous les autres tableaux ont été peints par François Gérard.
un des portraitistes officiels de Napoléon Ier. Il va aussi aller un petit peu dans toutes les cours européennes, si bien que son surnom c'est le peintre des rois, le roi des peintres. Et on est un petit peu fiers au château. Le portrait de Fernand est considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Vous serez bien sûr interrogé à la fin de la visite pour les prénoms de tout le monde. J'accepte alors Jocelyn. Marguerite, si c'est une femme. Est-ce que vous avez des questions sur la pièce ou sur les tableaux? Aujourd'hui, bon. On va prendre un escalier un peu de base quand même. C'est vrai qu'il fait son. On aime bien la grille. Il date du 19e siècle. On a un cabinet, surtout ici. Alors, il date du 19e siècle, mais il est de style néo-renaissance. Et le décor sur lui, il est réalisé, si vous vous approchez, avec des plaques de différents métaux pour les personnages. Vous verrez par endroits de la nacre. Et tous les petits détails qui sont en blanc, c'est de l'os, parce que ça va coûter beaucoup moins cher que l'ivoire. Donc là, c'est un travail de marqueterie qui est réalisé par Adriano Brambilla, qui va vraiment se spécialiser dans ce style. Le 4,